Tu fais ça quoi? Deux étudiants en droit qui veulent faire le crime parfait, mais seulement bon, ils vont se faire prendre. Mais moi je dis ça, je sais rien, hein. Mais je pense qu'il aurait dû participer au cours d'analyse Keating. How to get away with murder. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Laura, je suis en master droit pénal et justement aujourd'hui je vais m'adresser vraiment à tous les étudiants qui sont en droit. S'il vous plaît les copains, s'il vous plaît, ne soyez pas aussi arrogants que Nathan Léopold et Richard Loeb qui ont voulu démontrer leur supériorité intellectuelle en faisant le crime parfait. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que justement, ils se sont fait prendre. Donc voilà, le crime du siècle n'était pas vraiment à la hauteur de leurs ambitions. Aujourd'hui donc, installez-vous confortablement, prenez un truc à boire, un truc à manger, un peu de popcorn pour pimenter tout ça. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what you call fantasy. Missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors vous devez sûrement en avoir marre en fait que je change de décor toutes les 30 secondes et que je change de lumière, etc. Oui, je sais, les décors sont encore en construction. Là du coup je suis de retour chez mes parents. Donc les décors à Lille, on a fait que 2 épisodes depuis le début de l'année, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va vraiment s'intéresser au crime du siècle. Ou non en fait, parce que du coup si on en parle c'est que ça n'a pas vraiment été le crime du siècle. Mais avant de parler de la façon justement dont ils ont planifié tout ça, dans la façon dont ils sont allés dans les moindres détails, mais qu'au final ils ont quand même réussi un petit peu à foirer leur coup, on va s'intéresser un petit peu aux 2 protagonistes. Le premier c'est Nathan Léopold, il est né en 1904 à Chicago et il est né d'une riche famille d'immigrés juifs et dès le départ on sent bien quand même que le mec est assez intelligent. Apparemment il aurait dit ses premiers mots à 4 mois, il aurait étudié 15 langues, en parle couramment 5 et au niveau national il est vraiment reconnu en tant qu'ornithologue, donc vraiment il a plusieurs cordes à son arc et au moment des faits il a fini son premier cycle d'études de droit à l'université de Chicago avec les honneurs et il s'apprêtait à commencer son nouveau cursus à Harvard. Et ensuite nous avons également Richard Loeb qui est né en 1905, lui aussi d'une riche famille d'immigrés juifs. La fortune de sa famille apparemment s'élève quand même à 10 millions de dollars, donc on n'est pas non plus sur du rien on va dire. Sa mère elle est avocate, donc il a toujours baigné un petit peu dans le droit et lui aussi il est quand même quelqu'un d'exceptionnellement intelligent, c'est-à-dire qu'il a sauté pas mal de classes et c'est le plus jeune diplômé de l'université du Michigan à seulement 17 ans. Mais à la différence de Nathan, il est beaucoup plus socialisé, c'est-à-dire que il va jouer au tennis, lire des romans policiers par exemple dans des clubs de lecture, etc. Donc il socialise un petit peu plus et s'intéresse un chouïa moins à sa supériorité intellectuelle. Alors tout commence en 1920 quand ils vont réellement se rencontrer. Je dis réellement parce qu'en soi, ils évoluent un petit peu dans les mêmes cercles, ils habitent dans le même quartier, leurs parents se connaissent très sûrement, du coup voilà, mais c'est vraiment à partir des années 1920 qu'ils vont commencer à vraiment entretenir une relation au départ très amicale et voir qu'ils ont quand même des points communs assez intéressants, notamment des points communs pour le droit et pour le crime. Alors, petite parenthèse, sur toutes les sources dont je me suis basée pour faire cette vidéo, du coup pour sur toutes mes recherches, à chaque fois ils disaient que ils nouaient des liens très forts d'amitié, que leur relation s'épanouissait petit à petit, etc. Non, très clairement en fait ils étaient amants et en fait ça me fait un peu rire, ça me fait un peu penser aux tous les historiens quand ils voient une photo par exemple de 2 femmes qui s'enlacent, qui disent oh ça devait être de très bons amis. Non, là clairement Nathan et Richard c'était un couple, pas au sens duo mais vraiment au sens premier du terme. Du coup, ils se rapprochent de plus en plus et ils développent quand même un intérêt assez particulier pour la théorie de Nietzsche sur les surhommes. En fait, pour eux, ils ont des capacités extraordinaires, voire même inhumaines et surtout une supériorité intellectuelle largement supérieure à toute la population. Et du coup, selon eux, ils ne sont liés à aucune norme, à aucune loi, aucune règle qui va régir la vie en société et ils décident très clairement de braver un petit peu tous ces interdits parce que pour eux, ça ne s'applique pas à eux, ça s'applique seulement
à la plèbe, on va dire. Et du coup, ils vont commencer un petit peu leur activité criminelle avec des petits délits, donc des petits vols, un peu de vandalisme, etc. Par exemple, une fois, ils vont voler une machine à écrire dans une fraternité de l'université du Michigan. Très important pour la suite parce que ça va aider dans leur crime. Et ils vont commencer à aller un petit peu plus... échelon par échelon, tu vois, un cran au-dessus. Donc ils vont faire après des incendies criminels, etc., etc. Mais ça n'attire pas franchement l'attention du reste de la population. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Ils veulent vraiment de la reconnaissance. Et c'est là qu'ils en viennent à créer et à planifier pour eux le crime parfait, le crime du siècle. Un crime tellement sensationnel que forcément tous les yeux seront braqués sur eux et qu'ils pourront enfin prouver à tous les autres qu'ils sont vraiment des surhommes. Ils ont donc 19 et 18 ans quand ils décident de passer un peu à l'échelon supérieur, à enlever et tuer un jeune garçon. Ils vont passer 7 mois à tout planifier dans les détails sur la façon dont ils vont l'enlever ou la façon dont ils vont se débarrasser du corps, sur leurs alibis, etc., etc. Et leur arme du crime, ça va être une paire de ciseaux. Alors je fais une autre petite parenthèse tout de suite. On n'a pas, ou en tout cas j'en ai vraiment pas trouvé, de photos de scènes de crime. Du coup, laissons un peu notre imagination faire le travail. Du coup, ils vont un peu chercher pour la victime parfaite, d'abord aux alentours du Harvard School for Boys et jusqu'à trouver vraiment la victime idéale. Il s'agit de Bobby Franks qui a 14 ans et qui s'avère être le cousin de Richard. Donc apparemment, il n'avait pas forcément de bons rapports avec cette partie-là de la famille parce que ça ne l'a pas empêché avec du coup Nathan, l'enlever et le tuer. Du coup, ils ont réussi à l'attirer, ils étaient en voiture et ils lui ont proposé du coup de l'emmener jusqu'à chez lui, de le raccompagner. Bobby lui a refusé parce qu'en soi, il habitait vraiment pas loin, genre 2 blocs de maison, donc ça servait à rien. Du coup, ils ont un peu changé de stratégie, ils ont dit bah viens, monte, on va parler raquette de tennis puisque Bobby et Richard jouent tous les deux au tennis. Et en fait, donc c'était Nathan qui était au siège conducteur, Bobby était sur le siège passager et Richard était sur la banquette arrière. Du coup, Bobby était devant Richard et Richard, à peine la voiture démarrée, a frappé à la tête Bobby de nombreuses reprises. Donc il est potentiellement mort sur le coup avant de le traîner sur la banquette arrière, de le bâillonner pour bonne mesure et là, ça c'était sûr, il était vraiment mort du coup. Du coup, maintenant que Bobby est mort sur le sol de leur voiture, direction le lac Wolf à 40 miles de là, donc toujours dans l'Illinois, où ils ont enlevé et jeté les vêtements de Bobby avant de dissimuler son corps dans un ponceau. Et pour complexifier un petit peu l'identification, ils ont jeté de l'acide chlorhydrique sur son visage et sur ses parties génitales pour dissimuler le fait qu'il était circoncis, mais selon les autopsies, il n'y a pas eu de rapport sexuel après. Une fois de retour à Chicago, on était déjà au courant de la disparition de Bobby et du coup en fait pour vraiment complexifier le crime, ils avaient décidé dès le départ de demander une rançon pour laisser croire aux parents que Bobby était toujours en vie. Du coup ils ont appelé dans un premier temps les parents de Bobby, ils ont dit qu'ils avaient enlevé leur fils et qu'une demande de rançon avec des instructions ultra complexes, franchement ils avaient fait de nombreuses étapes très difficiles et tout, que du coup ces instructions là allaient bientôt venir. Et du coup, ils l'ont tapé à la machine à écrire qu'ils ont justement, souvenez-vous, volé à la fraternité de l'université du Michigan. Donc ils l'ont envoyé. Et là, ils se sont débarrassés de leurs vêtements tachés de sang, les ont brûlés, ont essayé du mieux qu'ils pouvaient de nettoyer les taches de sang dans la voiture, puisque c'était une voiture de location en plus. Et après, ils ont joué aux cartes toute la soirée. Donc vraiment, ils n'étaient pas trop phasés par ce qui venait de se passer. Honnêtement, pour des mecs qui se prétendent intelligents, sur ce coup-là, ils étaient vraiment très bêtes, je trouve, parce que Nathan, lui, par exemple, il disait vraiment à qui voulait l'entendre, à la police, aux journalistes, je cite, ce ne sont pas mes mots, que si je devais assassiner quelqu'un, ce serait justement un petit arrogant comme Bobby Franks. Donc bon, tu passes 7 mois pour faire ça, pour au final un petit peu te griller dès le départ. Réfléchis. Du coup, on a quand même assez rapidement retrouvé le corps, du coup tout le projet de rançon a été rapidement mis à l'eau. Et à côté du corps, on a également retrouvé une paire de lunettes. Assez banal, me direz-vous, mais non, tous les détails ont leur importance, puisque c'était une paire de lunettes avec une charnière que seulement 3 personnes à Chicago avaient, dont, roulement de tambour, Nathan.
Et du coup, lui, il a essayé de se justifier au départ en disant qu'il les avait sûrement perdus quand il faisait un week-end d'observation d'ornithologie là-bas. Mais ça a quand même conduit les deux hommes à être convoqués formellement pour un petit interrogatoire. Alors au début, ils ont dit qu'ils avaient roulé dans Chicago toute la nuit, qu'ils avaient pris 2 filles avec eux dans la voiture, qu'ils avaient passé toute la soirée avec, et bizarrement, ils se souvenaient plus ou ils n'avaient pas demandé le nom de ces jeunes filles, donc il n'y avait aucun témoin qui pouvait corroborer leur alibi. Alibi d'ailleurs qui a été complètement déchiré en morceaux quand le chauffeur de Nathan a dit que ça pouvait pas être possible parce que ce soir-là, c'était lui qui était en train de réparer la voiture. Très rapidement, forcément, ils ont été un peu mis au pied du mur et du coup, ils ont avoué. Et ils se renvoyaient très clairement la balle de dire « bah non, c'est lui qui a porté le coup fatal, bah non, c'est lui parce que moi je conduisais, etc. etc. » Et même si la majorité de l'enquête pointait en effet sur Richard comme étant celui qui avait du coup porté le coup fatal à Bobby, il y a certaines preuves circonstancielles qui montrent que ça pourrait être Nathan, en fait, qui soit le véritable tueur. Mais au final, en fait, ça importait peu, j'ai envie de dire, parce que on a très vite compris que leur seul mobile, c'était pas une sorte de vengeance ou que sais-je, c'était clairement qu'ils voulaient prouver la théorie de Nietzsche, comme quoi c'était des surhommes, que leur quotient intellectuel était vraiment supérieur à la normale et qu'ils voulaient vraiment faire le crime parfait. Pour des étudiants en droit, ça faisait un petit peu triper peut-être. Et au-delà de ça, ils voulaient également savoir ce que ça faisait en fait d'être criminel, d'être un délinquant, etc. Même si au final ils ont été quand même assez déçus de cette expérience parce qu'ils n'ont pas ressenti forcément l'adrénaline qu'ils pensaient ressentir. Leur procès a été qualifié comme étant le 3e procès du siècle, oui, parce que du coup il y en a eu d'autres avant, et forcément au vu de leur statut familial, ils ont réussi à se payer Clarence Darrow, qui était l'un des avocats de la défense les plus renommés, si ce n'est le plus renommé du pays, et on dit apparemment qu'ils l'auraient payé pour $1 million pour assurer leur défense. Ce que je trouve intéressant, c'est toute la stratégie qu'il y a eu derrière la défense du coup de Richard et de Nathan, parce que beaucoup pensaient que l'avocat, il allait essayer de plaider l'innocence par l'aliénation mentale. Mais non, pas du tout. En fait, il a très clairement dès le départ plaidé la culpabilité en un peu, on va dire, une sorte de coup de bluff, en pensant qu'il allait réussir à convaincre le juge de, plutôt que de prononcer la peine capitale, prononcer davantage un emprisonnement à perpétuité. Le procès a duré 32 jours, le plaidoyer de la défense a duré 12 heures et durant ce plaidoyer justement, l'avocat a présenté pas mal de témoignages qui pourraient se présenter comme étant des circonstances atténuantes, notamment d'éventuelles négligences quand ils étaient enfants ou d'éventuels abus sexuels. Pour l'instant, officiellement, rien n'a été démontré comme vrai, ce ne sont que pures spéculations bien entendu, mais forcément ça a un peu servi à leur dossier. Les deux hommes ont donc été condamnés à la prison à perpétuité pour le meurtre et à 99 ans supplémentaires pour l'enlèvement. Comme d'habitude, les peines américaines sont assez poignantes et impressionnantes. En fait, ils allaient très clairement mourir en prison au train où ils allaient. Et au départ, on les a séparés le plus possible. On ne voulait vraiment pas qu'ils soient dans le même établissement, dans la même pénitencier, jusqu'à où un jour, avec des circonstances qui ont fait qu'ils ont été retrouvés ensemble. Et ils ont d'ailleurs contribué à élargir le système scolaire de la prison dans laquelle ils étaient. Alors Richard, lui, malheureusement, il a été assassiné en 1936 d'une lame de rasoir dans les douches de la prison. Le scandale un peu, c'était qu'il s'adonnait à des pratiques, on va dire, peu chrétiennes. Et quant à Nathan, lui, il était considéré comme vraiment le prisonnier modèle, c'est-à-dire qu'il s'est volontairement prêté à des expérimentations sur le paludisme. Il a écrit un livre en 1958, Life plus 99 Years, en référence du coup à la peine de prison qu'il a eue, et il a été libéré la même année suite à de nombreuses pétitions et des demandes de libération conditionnelle, mais il est mort d'une crise cardiaque en 1971 à 66 ans.
Concernant la pop culture, forcément ça a eu un impact assez intéressant plutôt sur la culture américaine parce que encore une fois c'était considéré comme le procès du siècle ou du moins le 3e procès du siècle. Et du coup nous avons en théâtre, nous avons Rope en 1929 qui a été adapté dans un film du même nom d'Alfred Hitchcock. En livre on a Compulsion en 1956 de Levin qui a été adapté en film en 1959 lui aussi. Il y a aussi Murder Most Queer qui est un livre qui se penche davantage sur la relation homosexuelle qu'avaient Nathan et Richard, et également Ice Haven où il est mentionné du coup le petit duo et qui est un roman graphique. Ensuite, en cinéma, on a le film Swoon, on a également Funny Games, RSVP, Rendez-vous s'il vous plaît, avec un accent anglais, et Murder by Numbers. Et ce n'est pas tout, bien entendu, il y a aussi des séries où ça a été inspiré dans The Sinner, dans Columbo et Murdoch Mysteries, et enfin, il y a également eu une comédie musicale en 2005 sur le sujet, Thrill Me, The Leopold and Loeb Story. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois les enfants, n'essayez pas de faire ça chez vous, ou plutôt vraiment à tous ceux qui sont en master de droit pénal, même à mes potes qui sont avec moi en cours, s'il vous plaît les copains, non, ne faites pas ça, ça ne sert à rien, on va être pris dans tous les cas. Et que voulais-je dire d'autre? Bah voilà, ça m'a fait très plaisir de vous revoir comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, laissez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche, ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!